Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes très contents de pouvoir vous servir encore une fois et en ce jour, nous recevons pour vous encore un autre fils du pays. Et oui, nous allons vous les faire découvrir dans l'entretemps. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, ou plutôt il nous reçoit, c'est monsieur Edouard. Bonjour monsieur Edouard. Bonjour Karen. Est-ce que vous allez bien? Très bien, et vous-même? Non, Dieu fait grâce, nous allons bien. Merci de nous accorder du temps pour cette interview, monsieur Edouard. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Ok, je m'appelle monsieur Koka. Ok. Je m'appelle monsieur Koka, je peux donner le full name parce que Oui. nous à l'époque c'était avec l'authenticité. L'authenticité avec le président Maréchal. Oui, ben voilà, c'était Edouard Koka, Koka Edouard, mais avec l'authenticité, je venais Koka Pova Pongo. Oh. Ben voilà. Et c'est ce qui se retrouve maintenant dans tous mes documents. C'est quoi que vous préférez, Koka ou Edouard? Non, le nom de famille, c'est Koka. Vous aimeriez que je vous appelle monsieur Koka? Non, tout, monsieur Edouard et Koka, c'est toujours moi, c'est la même, ouais, c'est l'identité. Dites-nous un peu, vous faites comme chez Edouard? D'abord, je suis de formation ingénieur commercial et de gestion. Ok. Oui, diplômé de la faculté universitaire catholique de Mons, en Belgique. Ok. Mention 1984. Ben voilà, et quand j'ai terminé, je suis rentré au pays. À l'époque où c'était encore avec le maréchal. Ingénieur commercial, c'est quel poste ou que peut être votre occupation dans la société, par exemple? C'est la gestion, ça veut dire que nous utilisons l'informatique parce que l'ingénierie commerciale industrielle et l'ingénierie commerciale de gestion. Nous, c'est la branche de gestion, ça veut dire que nous utilisons les outils de l'informatique, donc l'informatique et la comptabilité pour pouvoir gérer. Oh. C'est ça notre spécialité. Donc d'emblée, puisque nous voulons parler du développement de la RDC, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire par rapport à la gestion? Comment pouvons-nous générer des recettes en République démocratique du Congo pour remonter cette pente qui est vraiment terrible? Nous allons le faire parce que d'abord, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes ici en Afrique du Sud. Oui, oui. Et on a fait quand même quelques pas. On va y revenir. On a fait quand même quelques pas parce que ça fait au moins 31 ans que je suis dans ce pays ici. Oh wow. Et vous êtes retourné au Congo? Ah ben oui, pourquoi pas, c'est mon pays. Ben, c'était juste une question. 31, on a exercé ici. Oui. Ça veut dire il y a à boire et à manger, maman. Ça veut dire qu'il faut faire, parce que, vous voyez, s'il faut faire le parallélisme, il y a le Congo et il y a l'Afrique du Sud. Nous partageons pratiquement les mêmes réalités, plus ou moins. Ok. Oh, oui, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Parce que c'est que nous... Parce que les pays africains, en général, ils ont les mêmes problèmes. Ah ben oui. Et ils ont eu l'avantage avec l'histoire de l'apartheid. Et ça a été dur. Mais néanmoins, ils sont en train de récolter le fruit de cet apartheid. Il y a eu les méfaits. Oui, oui. Maintenant, quand même, je crois que vous êtes ici, vous comprenez. Oui, oui. L'environnement, comment ça se présente. Oui. Ça veut dire, si je parle de l'Afrique du Sud, ça veut dire que nous pouvons prendre des modèles de développement. Par exemple. Personne n'a inventé la roue. Exact. Vous voyez ce qui se passe et vous prenez le bon. Oui. Nous avons nos réalités et nous pouvons faire une symbiose et c'est pour développer le pays. S'il faut aller dans le vif du sujet, ça veut dire quoi maintenant? Nous, les gens se basent beaucoup plus sur la politique, sur les minéraux. Tout le monde veut devenir politicien. Politiciens, les mines, aller prendre, comment on appelle ça, carrés miniers, des histoires. Ok. Non, mais pourtant nous avons les terres arabes, comme le président a toujours dit. Par exemple. Il y a beaucoup d'espace pour nous. Par exemple. L'agriculture. Ici en Afrique du Sud, les plus riches sont qui? Sont les fermiers. Fermiers. Ben oui, c'est ça. Pourquoi ne pas faire pareil chez nous? Mais est-ce qu'au pays, vous pensez qu'ils sont en train de faire la promotion de l'élevage et de l'agriculture? le problème, c'est quoi? Parce que s'il faut faire... on ne fait que la politique de ce moyen. Parce que l'État peut intervenir, parce qu'il faut que l'État donne un coup de pouce. Mais il n'y a pas assez de possibilités. Et je vais vous dire, le Congo est riche, on dit potentiellement riche. Mais ça, c'est d'une façon théorique. Oui, dans la pratique. Non. Le Congolais ne veut pas amener sa propre contribution. La contribution vient d'où? Ce sont les taxes. Le grand poumon pour pouvoir avoir un revenu consistant dans le pays et donner la possibilité au gouvernement de pouvoir travailler et faire sa politique, c'est les revenus qui viennent des taxes. Ici en Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle SARS. Et chez nous, c'est la DGI.
Ce qu'on voit sur les factures VAT. Oui, ça c'est la TVA. Ok, la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, on pourra y revenir, ça fait partie. Ça, c'est une taxe indirecte. Mais chez nous, le problème, c'est quoi? Vous voyez un peu, l'assiette fiscale est trop serrée. Quand on parle d'assiette fiscale, ça veut dire que le nombre de personnes qui sont là-dedans pour pouvoir, qui payent effectivement la taxe de l'État. C'est comme ça que vous voyez les sommes qui arrivent, évidemment. On a fait un bond. C'était à 4 milliards, maintenant nous sommes à... J'ai appris que c'est à 18 milliards maintenant. Dollars. Ça fait quand même bon. Mais nous pouvons faire plus, maman. Parce que vous verrez, il y a une certaine pression. Et la pression fiscale est très forte. Et ça, c'est quelque chose, parce que si on n'arrange pas ça bien, ça donne une très mauvaise image du point de vue de l'investissement. Vous n'attirez pas les investisseurs. Ouais. Il faut que ça puisse être une taxation, donc un système de taxation qui donne confiance, qui fait l'attrait, qui attire les nationaux et même les étrangers aussi. Pour pouvoir venir. Et c'est ça le problème. Et qui paye les taxes chez nous? Ça, c'est pour l'interrogation. Il y en a beaucoup qui ne payent pas les taxes. On peut tout dire, oh non, il n'y a pas de travail, mais il y a beaucoup de gens qui font le business, mais qui échappent à l'État. Et beaucoup plus, il y a le secteur informel est très. Ils échappent à l'État ou l'État devient carrément un individu à part entière chez qui toutes ces taxes-là sont versées parce qu'ils sont couverts par des autorités ou par autres personnes. Alors ce qui revient à l'État va carrément dans les poches de certains autres. Il y a à boire et à manger, comme j'ai dit. Il y a beaucoup de simulations là-dedans. D'abord, il faut d'abord faire le target. Qui paye? Qui devrait normalement payer? Je ne sais pas ce que dit la Constitution chez nous. Normalement, tout individu devrait participer. Si vous avez un revenu, vous devez payer. En fonction de ce que vous gagnez. Ceux qui gagnent plus, donnent plus. Ceux qui gagnent peu, donnent peu. Parce qu'ici, il y a des tableaux. Il y a des tableaux. En fonction de ces tableaux-là, certains avantages, des critères, tout ça, on détermine ce que vous devez payer. Et le problème chez nous, beaucoup ne payent pas. Et même alors, le système n'est pas très bien organisé. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la recherche du contribuable n'est pas bien targeted. On n'a pas bien target la personne qui doit... On n'a pas bien ciblé. Ciblé, voilà. Excusez-moi. On comprend l'influence de l'enfant. Oui, on n'a pas bien... On ne cible pas. Nous pouvons voir. Bon, là, on prend raflé. Hein. En général, oui. Il y a des gens qui ne payent pas. Nous pouvons mettre là, par exemple, les députés. Est-ce qu'ils payent les taxes chez nous? Devrait plutôt servir d'exemple. Les députés ne payent pas. Ils sont en profession, nous pouvons dire ça, c'est une profession libérale. Hein. Parce qu'ils ne reçoivent pas de paye ici. Ce n'est pas un salaire, c'est que les députés sont des émoluments, des honoraires, vous appelez ce que vous voulez. Mais parce qu'un député, c'est un businessman. Hein. En dehors de son mandat de parlementaire, ils ont beaucoup plus de business à gauche et à droite. Et ces business-là, la plupart échappent à l'État. Vous comprenez un peu? Les ministres, beaucoup de ministres, ils sont en profession libérale aussi, politique. Ils n'ont pas de paye ici, et puis ils n'ont pas de salaire. Ils sont des émoluments, des choses comme ça qu'ils perçoivent. Alors, le problème c'est quoi là? Parce que maintenant, même eux aussi, ils sont dans le business. Oui, parce que s'il faut parler de taxes, il y a des taxes des personnes physiques, il y a des personnes morales. Parce que quand vous êtes un businessman, à ce moment-là, les deux reviennent sur vous. Même les pasteurs, maman, payent les taxes. Oui. L'Église ne paye pas parce que ce sont des associations sans but lucratif. Mais le pasteur, en tant que personne physique, individu, devrait payer. Et tout fait nombre. Vous prenez les avocats. Vous prenez tous les businessmen congolais que nous sommes, ils devaient payer les taxes. Vous comprenez un peu? Dites tous les businessmen congolais que vous êtes ingénieur commercial, vous avez dit. Quelles sont les formations que vous avez reçues en RDC? Parce que celle-là, vous l'avez reçue en Europe, si j'ai bien compris. La formation que j'ai reçue, c'est en Belgique, oui. Beaucoup plus de pratique ici en Afrique. Des études faites en RDC? Je n'ai pas fait d'études. Non, j'ai étudié primaire, d'abord maternelle. Vous n'étiez pas encore né, hein? Moi, j'ai fait le maternelle avec les Belges. Okay. J'étais à Limité, à l'Athénée de Limité, maternelle. Après, là, je suis allé à Saint-Augustin,
Lemba, à Lemba, je fais 6 ans là-bas, école primaire. Après, je suis allé à Saint-Théophile, à Lemba toujours, derrière mon voisin de classe, Kofi Olomide. Oh, ok. Ah ben oui, un garçon très intelligent. Alors, après Saint-Théophile, je suis allé à l'internat, en Ngomimata, Tumba. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État. Papa Edouard, on comprend bien tout votre parcours. Maintenant, là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre au pays l'investissement qui a été placé à vous de l'école primaire, maternelle, primaire, secondaire? Oui, je comprends bien que quand vous dites tout ce que vous dites, c'est votre part de contribution par rapport au développement dans cette émission. Mais est-ce que vous avez des projets un peu plus loin ou à long terme où vous allez rendre au pays ce qu'il vous a donné? Oui, moi, c'est beaucoup plus. Moi, je ne cherche pas à avoir un poste ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Non, on parle plus. Non, j'en viens. Je cherche beaucoup plus la consultance, à amener les idées. Exact. C'est ça. Le président a toujours parlé, par exemple, former. De faire des nouveaux millionnaires, oui. Les millionnaires congolais, tu ne donnes pas 1 million à quelqu'un pour devenir millionnaire. Ah non. Il faut le build. Il faut le préparer. Il y a tout un cheminement. Ici en Afrique du Sud, moi, j'ai préparé. J'ai assisté des jeunes gens. Moi, j'ai une passion pour former. J'ai une passion pour former les gens. Et comment vous pensez qu'on peut s'y prendre pour développer le pays, investir dans la jeunesse, comme vous dites là? De manière très pratique, est-ce que vous avez quelques idées à partager? Oui, les idées sont là. Il y en a... Vous avez fait comment d'abord, vous? Ici. D'abord, ici, quand je suis arrivé dans ce pays, il faut quand même que je brosse un peu comme ça, vous voyez un peu mon parcours ici. Moi, j'ai travaillé avec Maman Zouzi Mbombo. J'étais le financier là où elle était. Elle avait un grand hôtel ici à Johannesburg. Maman Zouzi Mbombo, que je salue, notre maman, brave. Alors, après là-bas, je suis allé dans un groupe sud-africain, toujours à Johannesburg, toujours en tant que financier. J'ai quitté là-bas, je suis arrivé à un groupe ici à Pretoria, toujours dans le groupe d'hôtel en tant que financier. J'étais pratiquement le seul noir dans le top management, et avec des blancs à l'époque, de Bourg, quand vous connaissez le Bourg ici. Oui. Alors c'est là où je fais mes outils. Après là, je suis devenu ce qu'on appelle pratiquement accounting officer. Donc là, je suis rentré pratiquement dans la formation, dans le cadrage de la petite et moyenne entreprise. Et c'est là où vraiment que j'ai formé beaucoup de jeunes gens, notamment M. Guy Pita, que vous connaissez, que j'ai formé à la foulée. Parce que quand il est revenu du Congo, il ne connaissait même pas ce que c'est une comptabilité informatisée. Et Guy Pita, c'est l'ancien directeur chargé des finances à la RTG. Ah oui. Nous saluons en passant. Oui, je l'ai formé aujourd'hui, mais c'est une autre personnalité en matière de gestion. Il y en a eu beaucoup de des jeunes Congolais et des jeunes Sud-Africains. J'ai des clients nigériens, pratiquement de toutes les nationalités ici, que j'ai formés. Nous parlons de former les jeunes. Oui, je peux former des jeunes aussi au niveau du pays. Justement, je veux en venir parce que là, nous avons la RDC souffre de la perte des cerveaux. Vous êtes, et il y en a un autre qu'on a rencontré, c'était le docteur Balenda. Balenda, oui. Un grand chirurgien. Oui, c'est un frère. Qui travaille dans ce pays, que nous saluons aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la RDC devrait faire pour éviter cette fuite? Parce que vous êtes parti depuis 31 ans. Oui, 31 ans, oui. Mais je viens de temps en temps au pays pour voir, non? Ok, vous êtes allé voir? Non, on essaie maintenant d'intégrer. Oh, that's good. Tel que les choses se présentent, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je peux vous donner... Comment? Vous êtes congolais, ça devrait être... Ben oui, je suis congolais. Oui, bon, l'Ombic, là, c'est au Congo. Samuel. Ben, Samuel. Alors, ça veut dire que pour rentrer un peu dans les circuits, dans le système, il y a, on dirait, un blocage. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce que j'avais fait récemment, c'était quoi? Je ne vais pas citer des noms de l'entreprise, je préfère ne pas y rentrer. J'avais fait une réflexion. Parce que c'est quand même... Là, nous ne parlons pas de la formation des jeunes. Non. Mais s'il faut parler de la formation des jeunes... Là... Justement, pour former les jeunes, j'étais en train de parler, vous avez dit que vous pouvez aussi en former d'autres en RDC. Ben oui. C'est ça que je parle, cette fuite de cerveau, oui. Pour éviter qu'elle arrive. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi, dans l'entretemps, apporter, maintenant même, parce que ce n'est pas encore tard, vous êtes encore en vie. Oui. Quelle est votre pierre? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Mais c'est ça que justement j'allais aborder. Oui, merci. Le problème, c'est d'abord de rentrer dans les structures qui existent sur place dans le pays. Et vous dites que c'est difficile? Ah, c'est pas facile. Je peux vous donner par exemple une idée ici.
Vous savez ce que c'est le... Comment on appelle ça? C'est le truc de la petite et moyenne entreprise ici, comment on a FPI. Oui. C'est ça l'épine même dorsale. Là où on peut former les jeunes et faire créer la classe moyenne. Parce que la force et le développement d'un pays se base sur la classe moyenne, la petite et moyenne entreprise. C'est d'abord les jeunes. Ça veut dire que le financement, là, c'est ça. C'est là où nous pouvons encadrer la jeunesse. Vous comprenez un peu? C'est là où nous pouvons encadrer la jeunesse, leur apprendre comment est-ce qu'il faut gérer une entité économique. Il faut commencer quelque part. Vous comprenez un peu? S'il y a une structure comme ça, c'est là où nous pouvons venir apporter un plus. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à ce moment-là, et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Quand il commence petit, nous avons eu des cas ici en Afrique du Sud. Je peux vous donner des cas ici en Afrique du Sud. Un garçon qui est venu des townships. Les townships en français, c'est quoi? Des bidonvilles? Les bidonvilles, ben voilà. On l'a recommandé. Qui l'a recommandé chez moi? C'est la banque. Absa Bank l'a recommandé chez moi. Quand il est arrivé, je lui ai posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu es arrivé à cette histoire-ci avec le business, tout ça? Il a dit, Mr. Coca, c'était pas facile. J'allais de porte à porte chercher des marchés à gauche, à droite, et je suis arrivé à la police. Finalement, on m'a dit de rentrer dans les databases. Il est rentré dans les databases. Alors, on a commencé à lui donner des petits marchés. Et on va y arriver. Des petits marchés pour repeindre tout ça. Parce que vous savez, ici, même la police a son autonomie. Avec le marché public jusqu'à un certain montant. Alors, le petit a commencé à faire du business. Alors, quand il est arrivé chez moi, je commençais à les coacher. Comment est-ce qu'il peut faire les dépenses? Comment est-ce qu'il faut enregistrer? Comment est-ce qu'il faut faire un petit résultat? Il faut qu'il sache, il faut qu'il y ait un tableau de bord. Vous comprenez un peu? Oui. Ah oui, et c'est comme ça qu'il a commencé à se développer. C'est comme ça que ça a commencé à lui créer. Parce que quand vous avez cette force-là, vous commencez à avoir une certaine autonomie. Vous commencez à voir que non, vous êtes un monsieur. Vous commencez à changer de statut. Vous commencez à monter sur l'échelon. Oui. Vous comprenez un peu? Alors, c'est comme ça qu'il a commencé à aller jusqu'à ce qu'il a commencé à avoir des grands marchés. Ouais. Mais finalement, il s'est fait quelqu'un dans la vie. Il n'était rien du tout. Et finalement, il est arrivé à ce niveau-là, parce qu'on l'a encadré. Il dit non, ça, il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas faire. L'histoire de la banque, la gestion faite, c'est que c'est un revenu, c'est que c'est une dépense. Quand il faut faire ces dépenses-là, comment est-ce qu'il faut réconcilier son banquier, à qui faire confiance, tout ça là. Et il ne faut pas confondre votre propre poche avec l'argent de l'entreprise. Et c'est ça le grand problème, surtout avec nous les Noirs. Vous confondez votre propre poche et la poche de l'entreprise. On n'est pas sérieux à ce moment-là. Alors c'est ce qui fait que vous allez vous embrouiller et puis pouf, les lots à la qui lobby, tu n'es plus là où tu étais. Et c'est ça. Et le petit a réussi. Il a fait venir sa maman de township ici en ville. Il a acheté une maison. Il a changé complètement. C'est un monsieur maintenant. Et il y en a eu plein comme ça. Si vous avez l'exemple de M. Pita, oui. Pita, ce n'est plus le Pita que vous avez connu à l'époque. Hein. En tout cas, on revient avec M. Coca. Il est ingénieur commercial et celui que nous recevons aujourd'hui. Mais nous revenons après cette pause. Merci.
Bokungwa mwe kubonga mukolonini Bisoba ituchela yo reliquia tolobi Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À la question de savoir est-ce que Congo est Kobonga, oui, nous répondons avec cette chanson que vous venez de suivre, mesdames et messieurs. Oui, la RDC peut se relever de ses cendres et va se relever de ses cendres, mais nous devons nous mettre au travail et que chacun dans son coin puisse donner le meilleur de lui-même afin que nous puissions relever ce beau pays et cette belle nation qui est la nôtre. Nous recevons donc M. Koka, ingénieur commercial. Nous parlions de comment faire pour équiper la jeunesse, M. Koka. Comment cette jeunesse peut faire la différence entre sa poche, la caisse de l'État et sa propre, la caisse de l'entreprise, pardon. Il faut approcher la jeunesse par des structures bien définies. Parce que s'il n'y a pas cette structure au pays, comment est-ce qu'on va rentrer en contact avec la jeunesse? Il faut qu'il y ait des structures bien définies et ils seront bien intéressés si vous les ciblez quelque part, ça veut dire que maintenant ils trouvent une certaine motivation. Parce qu'ils savent que si vous les appelez, si c'est juste pour parler, à ce moment-là, ils ne viendront pas. Et comment on les motive? Ah ben oui, mais je vous ai parlé de la FPI, le Fonds de promotion pour l'industrie. Faire des colloques, appeler la jeunesse, parler avec eux, ceux qui ont des business, essayer de les mettre ensemble pour les expliquer, motiver tout ça et aux besoins financiers. On commence par la toute petite entreprise de rien du tout. Et il y en a plein chez nous. Vous allez à un coin, il y a des quados. Mais jusqu'aujourd'hui, il reste à faire ces histoires de quados d'une façon rudimentaire. On peut prendre ces jeunes-là, avec d'autres, on les met ensemble, on essaie de les former. Comment est-ce que les former? Ils donnent la connaissance. Comment est-ce qu'il faut gérer? On les finance. Quand on les finance, vous ne les laissez pas. Parce que si vous les laissez, demain vous ne trouverez pas cet argent-là. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de gérer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous, en tant que structure, nous aurons des gens, des jeunes gens aussi que nous allons essayer de former, qui vont aller suivre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on suit. Parce que l'outil très important en matière de gestion, c'est la comptabilité. Il faut savoir rendre compte. Parce que si vous ne rendez pas compte, ça veut dire que même si vous êtes la plus haute autorité, il faut savoir rendre compte. Parce qu'à ce moment-là, vous savez d'où vous venez. Où vous allez. Et puis l'accompagnement est vraiment très important. Très important. Donc il faut les accompagner, les encadrer, parce qu'à ce moment-là, vous avez pris un crédit, on a donné le crédit à cette jeunesse-là, on les suit. On les suit, on voit comment est-ce qu'ils vont se développer jusqu'au moment où ce crédit va être remboursé. Parce qu'il faut mettre ça compulsory, obligatoire, ça va être remboursé. Il faut qu'ils fassent un effort. Quand ils ont remboursé, ils ont d'abord eu la connaissance dans la pratique, la responsabilité, on les a développés en tant que gestionnaires, en tant que businessmen. C'est comme ça qu'on forme des millionnaires. À ce moment-là, on n'est plus avec eux. Mais comme structure, nous faisons partie, on doit faire partie de leur entreprise parce que nous sommes en train de les encadrer. Vous pensez aussi que toutes ces politiques-là, toutes ces structures-là souffrent de la mauvaise politique parce que tout le monde accuse Mbokezo Tambolate. Mbokezo Tambolate pour des autres, ça les forte. Ils sont politiciens ou bien ils sont fotanani? Mais il faut... Non, parce que c'est ce qui se dit. Oui, en partie c'est ça. Parce qu'en fait, le grand problème c'est quoi chez nous? Il faut dire que l'administration ne fonctionne pratiquement pas. L'administration, il faut une administration forte. Ouais, il y a des... Vous allez en Belgique quand il y a une crise, mais l'administration fonctionne, le pays continue à fonctionner. Mais au moment n'est pas en abus, quand le gouvernement n'est pas encore là, tout le monde, oh non, nous attendons le gouvernement. Nous attendons le gouvernement. Ça veut dire que quand un ministre arrive, ça veut dire que le ministre, lui, l'argent, il y a des choses comme ça, on se met un peu dans cette bouillabaisse-là. Non, ça ce n'est pas bon. Il faut s'imprégner d'une bonne administration. Quand il y a une bonne administration, c'est l'administration des affaires, c'est à ce moment-là que ça marche, maman. Vous comprenez un peu? Avec, il ne faut pas oublier, dans le siècle où nous nous trouvons aujourd'hui, il faut absolument utiliser les IT. Nous, vous rentrez dans des bureaux, il y a encore des phares, ça ne va pas. Parce qu'ici en Afrique du Sud, par exemple, ça aussi on peut apprendre. Ils travaillent avec un système, le même système, on l'accède par la police, tout le monde a accès selon son domaine d'expertise. Son domaine, maman, il y a des clés, vous comprenez un peu.
Ouais. Et donc, si on parvient à mettre des systèmes en place, à encadrer la jeunesse, je crois qu'il y a moins. On ne peut encadrer la jeunesse qu'avec une certaine motivation. Et ça, je vous le dis, certaines motivations, ça veut dire que financière, il y en a beaucoup là. Et par exemple, vous parlez maintenant là d'encadrer la jeunesse. Et comment cette même jeunesse, puisque je pense que nous devrons aussi vraiment investir dans la jeunesse qui est le futur de la RDC, parce que les adultes, ils vont disparaître, mais comment déjà maintenant on peut apprendre à cette jeunesse à octroyer des crédits et à qui, comment ils peuvent savoir ou identifier et comment faire ce business-là, puisque c'est votre domaine. Ben, il y a ce qu'on appelle un peu le marketing. Ça va du choix avec, par exemple, le FP. Il faut que, comme je dis, ce sont des structures. Le marketing, bon, ça c'est de un. De l'autre côté, déjà, vous voyez, par exemple, ici, déjà au niveau même des banques, si quelqu'un, parce que l'autre problème, c'est aussi un problème de financement. Parce qu'au niveau des banques commerciales, parce que s'il y avait des unités qui pouvaient intéresser, aller vers la jeunesse et parler à la jeunesse, qui viennent chercher les crédits, et nous, par exemple, le FPI, comme étant organisme, se porte garant, ça va marcher. Vous attirez maintenant la jeunesse. Et ici, en Afrique du Sud, ce qui a beaucoup plus marché, c'est quoi? C'est le système de tenda. Je ne sais pas comment on appelle ça chez nous. Le système de tenda. Comment on appelle ça? L'histoire des marchés publics. Oui. Donc, c'est classifié. Ouais, on donne ça aux nationaux, pas aux étrangers. On commence d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la jeunesse, comme je vous ai dit, s'ils sont motivés, ils vont venir. Ici, comment est-ce qu'on a ramassé la plupart des jeunes? C'est avec les CC, les close corporations, ce qui est beaucoup plus, la plus simple expression d'entreprise. Les close corporations, les établissements. Ouais. Toute personne nous dit que non. Si vous enregistrez un établissement, vous allez avoir un marché. Ah, ça lui déclic. Il va chez l'État, on lui donne. Il remplit le formulaire. Parfois, il peut prendre, parfois, il ne peut pas prendre. Notre État au Congo? Oui, même au Congo, nous pouvons le faire, maman. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Il suffit de s'organiser. Il suffit de s'organiser. Est-ce que nous avons ce système de tenda? Je crois qu'il y en a. Ce n'est pas le BCECO qui fait ça. Je ne sais pas. Des marchés publics. Ici, à l'époque, il y avait un endroit là où on partait, il y a des formulaires, vous achetez les formulaires qui ne coûtent pas cher, et chacun prend ça, il remplit, vous remplissez, tout ça, vous mettez. Si on vous prend, on vous prend. Évidemment, il y a des dérapages, ça ne manque jamais. Oui. Alors, ça fait l'engouement ici en Afrique du Sud. Ça fait l'engouement jusqu'à aujourd'hui. Il y a maintenant des millionnaires jeunes sud-africains ici dans ce pays. Moi, j'en connais. Et je connais aussi ceux que nous encadrons. Ben, vous avez dit que vous ne cherchez pas un poste, mais... Non. Après vous avoir entendu, si jamais on vous appelle au pays pour aller former la jeunesse, c'est quoi votre réponse? Je ne dirais pas non. Non, consultant, oui. Consultant, oui. Consultant, oui. Je préfère être vraiment en action, consulter. Moi, c'est la consultance que je veux. Moi, je n'ai pas besoin d'être ministre. Je n'ai pas besoin de ça. Et encore moins même un DG là. Non. Je peux faire la consultance. Mais si, par exemple, le président m'appelle, non, DG ici, non, je viendrai. Je fais ma part. Donc, vous n'êtes pas fermé? Je ne suis pas fermé. Pourquoi? Je suis congolais, non? En tout cas, je suis congolais. Nous sommes déjà en train d'atterrir. Ça sera quoi votre dernier conseil à tous ceux qui nous suivent? Notre grand problème, c'est comment est-ce qu'il faut vendre le pays à l'extérieur pour que les investisseurs arrivent. Là, je vais être très pragmatique. Vous voyez notre aéroport, parce que si vous avez votre maison, vous voulez que les gens viennent chez vous à la maison. Il faut balayer un peu la cour, le devant de la parcelle. Il faut que ça soit propre, que ça s'attire. Mais chez nous, ça n'attire pas. Nous pouvons aller à l'extérieur, faire le marketing. Nous venez investir au Congo, Mais dès que les gens arrivent chez nous, nous donner une image pauvre. Est-ce que vous avez essayé? Ah oui, j'ai essayé. Vous connaissez Macron ici? Oui. Moi, j'avais abordé Macron. Le type est PDG de Macron aujourd'hui en Afrique du Sud. Moi, je l'ai abordé quand il était le directeur financier de Macron. Ça, je vous dis rien. Parce que par moment, on juge de loin. Non. Vous savez, le type, quand je lui ai parlé, c'était à l'époque, c'est pas maintenant. Ok. Il y a plusieurs années passées. Je suis allé, parce que mon souci, c'est de voir mon pays se développer. Vous comprenez un peu? De voir le Congo se développer et appliquer ce que nous avons appris dans ces pays ici, amener ça chez nous. Je parlais à ce monsieur-là. Vous savez ce qu'il m'a dit?
Il a dit, à votre pays, nous ne pouvons pas investir là-bas. Et quelle était la raison? Il a dit, c'est corrompu. Il m'a dit ça. Et vous n'êtes pas organisé. À l'époque, pas maintenant. Nous avons quand même fait un petit pas, non? Mais à l'époque, il m'a dit ça. Vous pensez que nous avons fait un petit pas ou on essaye. Hein? On essaye. Oui, il ne faut pas dire que nous sommes médiocres dans tout. Question tout simplement d'être pragmatique. Nous sommes pragmatiques. Exact. Beaucoup de discours, mais pas de pratique. Sur le terrain, on ne voit rien. Parce que vous pouvez parler, avoir des conférences, des réunions comme vous voulez, mais si ça ne se répercute pas d'une façon pratique sur la vie des Congolais, ça ne sert absolument rien. Il faut que quand on vient au pays, on sent que non, il y a un changement. Non, mais voyez un peu le Tchango. Ah non, come on. Quand je quitte de l'aéroport pour aller... mais vous passez par Tchango, à moins que ça soit la nuit. Hein. Là, vous ne voyez rien. Mais pendant la journée, c'est horrible. Mais bizarrement, on reçoit des invités en RDC, ils n'atterrissent pas tous de nuit. Ah oui, mais faudrait-il qu'ils restent? Ils passent par la Tchango pour aller à l'aéroport. Comment voulez-vous, moi-même, en tant que citoyen congolais, quand je suis à l'aéroport, je vois ce que c'est. Non. Moi, je fais des remarques à l'aéroport. Nous avons travaillé tout côté, la salle, place Batoubaza, qui d'abord full moko impossible. Ce qui n'existe. Vous ne trouvez pas ça ici au Artambo. Non. Il ne faut pas bander l'aéroport. Non, maman, dans un aéroport, ils ont moqué, Wonderboom Airport. Mais c'est propre. C'est propre, maman. Parce que vous donnez une certaine idée de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est la porte d'entrée pour de sortie. Quand quelqu'un vient, c'est là où il toque. Mais quand je pars à l'aéroport, vous êtes sur des moutons. Vous regardez Tchango. Mais c'est horrible, maman. Donc on dirait que les gens, on les a abandonnés. Délaissés. Or que là, avec tous ces gens-là, il y a des points qu'on n'a pas abordés. Tous ces gens-là, il y a des milliards de dollars qui circulent là. Et vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut prendre ça. Et l'autre problème, c'est quoi? Vous prenez ça, et comment est-ce que vous gérez ça? Les gens commencent à mettre dans leur poche. Pourquoi? Donc voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir comment instruire les gens à faire la différence entre leur poche, la poche. De l'autre côté, il y a aussi l'impunité. C'est comme ça que nous félicitons le président d'avoir mis le ministre de la Justice actuel qui se bat. Il faut punir. Une punition positive et une punition négative. Pour apprendre la leçon aux autres. Oui, il faut éduquer les gens. Et ça doit commencer à partir de l'école primaire, même maternelle, à éduquer le Congolais. Maman, c'est horrible. Vous venez comme ça, vous voyez. Moi, je ne peux pas conduire à Kinshasa. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de route, mais c'est le désordre. Ce n'est pas l'embouteillage. L'embouteillage, c'est la maladie de toutes les grandes villes du monde. Ici, en Afrique du Sud, nous avons les embouteillages. Yeah. Mais c'est ordonné. Mais chez nous, celui-là vient à gauche, celui-là vient à droite. Mais non, les motos à gauche, à droite, non. Non. Ça, il faut que ça cesse. Comment nous allons vendre le pays à l'extérieur? Il n'y a pas de feu rouge. Comment est-ce qu'on circule? Il n'y en a pas. À l'aube du 22e siècle, il y a un policier qui sort avec les mains comme ça. Là. Ah non. Ah non. Et ça ne coûte pas cher pour faire ça, maman. Je vais vous dire, l'argent c'est au Congo. Même avec tout ce monde que vous voyez là. Vous savez ce qu'on avait avec les rames. Vous savez l'histoire des rames. Il y a eu des millions. Mais la population a réagi positivement si ils avaient vu que Makambo Bongi, Feu Rouge Zali, Banzele Zali, tout ça. C'est ça la contribution d'un chacun. Et là, ça nous fait une très bonne matière pour la prochaine émission. Oui, il y en a beaucoup, maman. Mesdames et messieurs, nous recevions pour vous M. Koka, ingénieur commercial qui, encore un autre cerveau, qui s'est évadé de la RDC. Mais mesdames et messieurs, nous allons les retrouver tous et ils vont passer pour apporter leur petite pierre et nous aider tous à reconstruire notre très beau et cher pays. Nous étions très contents de vous servir, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.